l'avenir des services publics dans un monde digitalisé, moi, j'aurais envie de faire passer surtout deux grands messages. Le premier, c'est que si les services publics en Côte d'Ivoire, partout en Afrique ou partout dans le monde, ne s'inscrivent pas dans la logique de ce monde digitalisé, bah, ces services publics, à terme, sont morts. Donc, il n'y a pas d'avenir des services publics s'ils oublient les mondes digitalisés. Et mon deuxième message, c'est qu'au-delà de ça, les services publics doivent être un catalyseur de cette transformation digitale, c'est-à-dire ne pas attendre, ne pas suivre ce qui va se passer, mais anticiper et contribuer au développement de la transformation numérique des États. Alors, pourquoi je vous dis que si les services publics ne s'intègrent pas et ne sont pas bons dans ce monde digital, ils vont mourir? Je dirais qu'il y a trois grandes raisons. La première, démarrons du plus important, parce que les services publics, avant tout, ils servent les citoyens. Ben, le citoyen, c'est aussi un usager. Le citoyen, c'est aussi un consommateur. Et ce citoyen, ben, il est de plus en plus, et c'est la même personne, hein, sensibilisé, touché par les services digitaux, les services numériques qui lui sont proposés par les différents acteurs. Et donc, il a une attente qui est de plus en plus grande par rapport à l'ensemble des acteurs, y compris les services publics. Pour vous donner une anecdote, on avait fait il y a quelques années en France une étude où on avait demandé aux Français qu'est-ce qu'ils attendaient comme service public de la part de l'État en termes digital, qu'est-ce qu'ils voulaient voir numérisé. Et donc, à la fois les services réguliers, leurs douleurs par rapport à l'administration. Et dans les sujets qui étaient remontés, que personne n'avait vu venir, bah, ils voulaient avoir la traçabilité sur Internet, le suivi de leur plainte. Quand ils portent plainte à la police, ils voulaient avoir le suivi de la plainte. Sujet un peu compliqué parce qu'il faut faire travailler ensemble le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, ce qui n'est pas toujours évident. Mais d'où venait cette demande? Tout simplement que les Français, à ce moment-là, sont bien sûr des usagers, des citoyens, mais aussi des consommateurs. Et depuis quelques années, avec les sites de e-commerce, ils avaient découvert le suivi de l'envoi de mon colis, le suivi de mes factures. Donc pour eux, c'était devenu naturel qu'à partir du moment où il y avait une action de leur côté, ils puissent sur Internet suivre l'évolution de cette demande. Et donc, ils ont eu cette demande de dire on voudrait aussi pouvoir avoir les suivis de notre plainte. Donc, quelque part, le citoyen, l'usager, est aussi un consommateur, c'est la même personne, et donc, il va attendre du service public, quel que soit le pays, les mêmes choses que ce que lui proposent des acteurs dans le e-commerce, dans le privé ou autre. La deuxième raison, et cette fois-ci qui est plus macroéconomique, pour lesquelles les services publics doivent aller dans ce monde digitalisé, c'est que s'ils ne le font pas, d'autres vont le faire à leur place. Et bien sûr, quand je dis d'autres, je pense aux GAFA ou aux GAFAM, selon l'acronyme qu'on utilise. Et là, c'est un vrai enjeu, notamment pour des pays comme la Côte d'Ivoire, notamment pour les pays africains. Pourquoi? Parce que dans tous ces pays, il y a un gros point faible qui est très souvent l'état civil. L'état civil, ce n'est pas souvent ce qui est le mieux géré encore dans beaucoup de pays du continent, pour plein de raisons historiques. Or, l'état civil, c'est important parce que c'est un outil de base de la dorsale, c'est une vraie dorsale pour l'administration, puisqu'à partir de l'état civil, on connaît le citoyen de sa naissance à sa mort, on peut produire tous les documents d'identité associés, carte d'identité, passeport, visa, carte électorale, etc., etc. C'est à partir de là qu'on peut créer un identifiant unique qui demain servira pour la sécurité sociale, pour la CMU. Or, aujourd'hui, des acteurs qui vont très vite dans ce domaine-là, ce sont les fameux GAFA, les GAFAM. Donc, tous ces acteurs, les Google, Facebook ou autres d'Internet, qui, quelque part, sont en train de créer l'identité numérique des citoyens de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Et si on les laisse faire, et surtout, à la limite, les laisser faire, c'est une bonne chose, mais surtout, si les États derrière ne réagissent pas, dans 5 ans, dans 10 ans, ces acteurs-là, privés, pas forcément africains, plutôt américains, connaîtront mieux les citoyens de chaque pays, dont la Côte d'Ivoire, que l'État lui-même. C'est donc une question régalienne presque. Il y a eu un enjeu fort à ce que les États reprennent la main sur l'identité numérique et ne laissent pas les GAFAM faire. Enfin, la troisième grande raison, c'est que quand on parle de digital, on parle de troisième révolution industrielle. Personnellement, je ne suis pas dans la surenchère des quatrième, cinquième, sixième révolutions. Je pense qu'on est encore dans la troisième révolution industrielle. C'est celle-ci. Une révolution industrielle, ça s'étend sur 30-40 ans. Donc, effectivement, le chiffre ne tourne pas tous les 5 ans comme certains le font croire. Et quand on regarde ce que sont les révolutions industrielles, c'est avant tout une révolution du transport. La première révolution industrielle, c'était la révolution du transport de marchandises, avec les chemins de fer, les paquebots. La seconde révolution industrielle, c'était les transports des personnes, avec l'avion, l'automobile. La troisième révolution industrielle, c'est le transport des données, et la révolution du transport des données. Or, l'administration, dans tous les pays, 90% de son activité, c'est de la gestion de la donnée du citoyen, de la donnée des États, des ministères. Donc, quelque part, dire que les services publics ne seraient pas actifs dans ce monde digital, ça serait juste qu'ils rateraient totalement cette troisième révolution industrielle, alors qu'ils sont encore plus concernés par celle-ci
qui ne l'étaient que par la première ou la seconde. Donc, véritablement, cette révolution autour du numérique, les secteurs publics doivent être dedans. Mais au-delà d'être dedans, ils doivent mettre des acteurs, ce que j'appellerais des catalyseurs. Ils doivent aider l'ensemble de l'économie, l'ensemble de la société à aller dans ce monde digitalisé. Et pour ça, dans 3 dimensions. La technologie, un rôle de facilitateur et les usages. La technologie, l'État, le gouvernement, les administrations auront un rôle à jouer. Typiquement, toute la réglementation, le suivi des télécoms, ça reste aussi une question régalienne, tout simplement parce que à la base des télécoms, bien sûr, il y a du déploiement de réseau, bien sûr, il y a des acteurs privés comme les opérateurs télécoms, mais à la base, c'est de la gestion de ressources rares, les fréquences hertziennes, et ça relève de l'administration, ça relève de l'État, puisque c'est lui qui doit gérer ces ressources rares. Mais c'est aussi l'État qui doit donner des impulsions. Faut-il accélérer le développement de la 3G, de la 4G? On parle de la 5G demain. Faut-il renforcer le développement de l'Internet des objets? Pour beaucoup de pays africains, l'Internet des objets, l'IoT, est un enjeu clé. Je pense notamment dans les ports, je pense notamment dans le transport. Donc tout ça, il peut y avoir une impulsion des États. Deuxième technologie importante, tout ce qui est données. Je vous l'ai dit, la révolution du numérique, c'est la révolution de la donnée, du transport de la donnée. Or, quels sont les acteurs dans l'ensemble de l'économie qui brassent le plus de données? Les opérateurs télécoms, les banques et en premier, l'administration, le secteur public. Donc, il y a un véritable enjeu national dans tous les pays à bien gérer cette donnée. Alors, bien sûr, d'un point de vue réglementation, les fameuses réglementations pour la protection des données des citoyens qui sont propriétaires de leurs données, c'est les citoyens qui le sont, ne l'oublions pas, mais également comment s'assurer que ces données soient gérées de manière sécurisée, tout le débat sur le cloud national, sur les data centers nationaux, mais également aider à aller plus loin. La donnée, ce n'est pas juste s'entreposer, c'est également en faire des choses intelligentes dans le domaine de la santé, de l'éducation et autres. Et enfin, une dernière technologie clé sur laquelle les services publics doivent s'appuyer, c'est la blockchain. Pourquoi la blockchain? Parce que non seulement c'est assez innovant, mais c'est surtout un élément fondamental dans l'action du service public. Un des rôles des services publics, quel que soit le pays, c'est d'aider à, au niveau global, avoir la confiance. Un bon service public, c'est un bon service public qui aide ses citoyens à être confiants. Confiants dans l'économie, confiants dans la société, confiants dans les administrations, dans les services publics, la police, l'armée, la justice. La confiance est un enjeu clé pour tout service public, pour toute administration. La blockchain est un outil dont la base, je ne parle pas de la technologie, mais de l'usage, c'est bien d'établir la confiance. Pour donner un exemple, la KfW, le bailleur de fonds allemand, a développé en Afrique un petit soft basé sur la blockchain qui s'appelle TrueBudget, qui permet de s'assurer que tous les décaissements publics, notamment financés par les bailleurs de fonds, eh bien, sont suivis avec de la blockchain. L'avantage de cela, c'est que c'est totalement transparent, puisque l'ensemble des acteurs, ministères, banques centrales, bailleurs de fonds, acteurs privés, ont accès à l'information. Aujourd'hui, c'est déployé en Éthiopie, c'est déployé au Burkina Faso, et c'est un élément très fort de confiance dans ces pays-là, et qui vont inciter demain les investisseurs à venir dans ces pays. Donc, typiquement, je ne peux qu'inciter le gouvernement de Côte d'Ivoire d'aller voir la KfW et de demander, puisque c'est offert, à bénéficier de ces services, parce que quelque part, c'est un élément clé de création de confiance envers l'économie, envers la société. Deuxième dimension de catalyseur, les services publics, l'administration doit être un facilitateur et aider les autres facilitateurs du développement du numérique. Le numérique, ça ne se décrète pas, ce n'est pas un claquement de doigts. Il faut avoir des gens qui aident à ce développement. En Afrique, sur le continent, les services publics, ils peuvent aider ou travailler de concert avec plein d'acteurs. Bien sûr, au premier lieu, ce qu'on appelle les IFI, les institutions financières internationales, les bailleurs de fonds, les banques mondiales, AFD, KfW, BAD, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des acteurs qui ont de l'argent, sous forme de subventions, sous forme de prêts, qui veulent investir dans le numérique. C'est devenu un des enjeux clés parce que ça contribue beaucoup aux objectifs du développement durable. Donc, il y a un véritable enjeu pour les États, pour les administrations, pour le service public, à travailler de concert avec ces acteurs et de faire les bons fléchages, les bonnes orientations sur les bons projets. Deuxième type d'acteurs avec qui il faut travailler, ce sont les startups. Et je parle des acteurs qui ont des milliards d'euros à ceux qui ont très peu d'argent, mais qui se lancent, ce sont les entrepreneurs. Tout État, et la Côte d'Ivoire doit renforcer encore ce qu'elle fait déjà de bien, doit aller dans l'aide aux startups. Alors quand je dis l'aide aux startups, ce n'est pas jeter de l'argent et leur donner de l'argent, ça contribue, mais c'est aussi les aider. Typiquement, avoir des incubateurs. Très souvent, les incubateurs, les bons, ont un démarrage, après ça peut évoluer, mais avec des services publics, des administrations, des agences ou autres. Donc, quelque part, structurer un réseau d'aide aux startups, c'est aussi un moyen pour les services publics d'être un catalyseur
dans le numérique. Et puis enfin, au-delà des startups, même les entreprises de plus grande taille, les PME, les plus grands groupes, eh bien, les services publics doivent les aider aussi à aller de l'avant dans le numérique en donnant l'exemple, en travaillant avec eux sur ces sujets, encore une fois en ayant ce rôle de catalyseur. Et puis enfin, la troisième dimension, et ce sera la dernière que je développerai, c'est la plus importante. Parce que quand on parle de numérique, bien sûr, il faut parler des personnes, des acteurs, bien sûr, il faut parler de la technologie, mais le vrai élément clé, c'est l'usage. C'est la différence pour moi entre l'informatique et le numérique. Ce n'est pas juste une question de hardware, de software. L'important, c'est l'usage. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces outils numériques, de ces solutions. Et là encore, le service public, il est au cœur de ces transformations. Alors, évidemment, on va tous parler du e-gouvernement. Il y a énormément de choses à faire et je pense qu'on est au début de l'histoire sur cette question-là. Et il y a deux domaines dans le e-gouvernement qui sont importants. J'ai déjà parlé de tout ce qui était identité numérique, état civil, mais en dehors de ça, il y a deux secteurs qui sont clés. Il y a le secteur de la santé, la e-santé, et quelque part, quand on a un équipement moins important, problème de ressources, de médecins qui manquent, quelques hôpitaux qui tournent et puis des dispensaires en province moins équipés, le numérique, c'est un moyen de compenser, d'aider à développer la santé dans le pays. La crise actuelle de la Covid-19 nous a bien montré l'importance de cette situation. Et beaucoup je parlais des IFI tout à l'heure, de bailleurs internationaux, je pense par exemple à la Banque européenne d'investissement, ont débloqué 700 millions d'euros de prêts autour de la réponse digitale au Covid-19 pour les pays africains. Donc il y a un véritable enjeu à travailler sur cette question de l'e-santé. L'autre grande dimension du gouvernement, c'est l'éducation. Parce que une des conséquences, hélas, de la crise du Covid, c'est que beaucoup de jeunes garçons, jeunes filles, ne sont plus scolarisés depuis mars ou n'ont pas eu de rentrée cette année. Et dans de nombreux pays africains, c'est une véritable catastrophe. On est en train de perdre une génération à cause de cela. Effectivement, la e-éducation peut aider. Alors après, il y a plein de questions qui se posent derrière, parce qu'il y a des questions d'équipement, des questions de couverture réseau, bien entendu, mais aussi avoir des programmes, des applications qui permettent de garder le lien avec les jeunes pour leur éducation. Peut-être que la pire catastrophe pour l'Afrique du Covid, ce serait qu'on ait plusieurs générations de jeunes qui soient déscolarisés beaucoup trop tôt. Donc, l'enjeu du digital dans l'éducation est clé. Très honnêtement, autant il y a eu de belles choses faites dans la santé depuis quelques années, il y a un vrai retard sur cette partie éducation. Il y a encore deux autres domaines où le service public peut intervenir dans le digital. Tout ce qui est inclusion financière, c'est un élément clé parce que c'est ce qui va permettre aux plus pauvres, je pense aux agriculteurs notamment, aux femmes aussi, de disposer de ressources et de pouvoir acheter, payer. Donc l'inclusion financière, un des moyens clés, c'est effectivement le paiement mobile. Ça fait quelques années que c'est un succès, mais là encore, on est au début de l'histoire. Il ne faut pas penser qu'on est arrivé à tout. Et je pense que les États, les services publics, les banques centrales notamment, ont un vrai rôle à jouer pour renforcer cette inclusion financière qui est peut-être des enjeux clés des années à venir. L'agriculture, j'en ai parlé, c'est quand même 60% des emplois aujourd'hui. C'est économiquement un secteur clé en Afrique. C'est aussi l'alimentation de la population, donc c'est aussi un enjeu. Tout ce qui est digitalisation de l'agriculture, ce n'est pas à vain mot. Il y a de très belles expérimentations qui ont été faites dans plusieurs pays. La Côte d'Ivoire devrait aussi s'y lancer. Et typiquement, l'État, le service public a un rôle à jouer pour encadrer cette transformation et aider les agriculteurs, les petits cultivateurs, à aller de l'avant. Et puis enfin, dans le digital, il y a aussi tout ce qui est l'électricité. Alors vous allez me dire, l'électricité, ce n'est pas du digital. Si, il y a un enjeu associé à ce secteur, parce que, et c'est ce qu'on appelle la convergence entre les télécoms et l'électricité, parce qu'au-delà de la production, demain, il faudra s'assurer qu'il y ait une juste répartition de la puissance électrique. Or, aujourd'hui, on sait que c'est dans de nombreux domaines un vrai frein. Donc voilà, mon propos aujourd'hui, c'était surtout de dire, non seulement les services publics ne doivent pas rater ce monde digital, sinon ils risquent de disparaître, et je pèse mes mots, mais en plus, il faut aller au-delà, il doit y avoir de vrais catalyseurs de cette transformation numérique sur les aspects technologiques, sur les aspects association des différents acteurs, privés et publics, et sur les aspects usage. Donc la question n'est pas de savoir quel est l'avenir du service public dans un monde digital, c'est de dire que les services publics sont aussi l'avenir du monde digital. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si... Merci Jean-Michel, est-ce que je vous crois que je vous m'entendez? entends. C'est bon, je vous entends. Je vous entends. Très bien, parfait. Je vous invite à, si vous avez le temps, je vous invite à rester sur le panel suivant, si vous voulez bien, puisqu'on vous nous entendez et on vous a entendu parfaitement pendant toute votre présentation, donc merci beaucoup. Donc pour tout de suite prolonger cette discussion, je vous invite à accueillir notre modérateur pour ce panel concernant un écosystème GovTech florissant en Afrique. Donc je vous demande d'accueillir M. Mamourou Samake, qui est Head of IT Advisory and Digitalization chez Mazars en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut l'applaudir?
Bonjour Mamoru. Je vous invite à inviter les panélistes qui sont physiques.